On n'y croyait pas au début. D'ailleurs, Jean Farand, qui À 96 ans, Philippe Bouvard vit presque dans l'obscurité à cause de la perte de sa vue. Il n'a plus de micro, plus de public, plus de pouvoir. Mais sa mémoire, elle, est intacte. Et cette fois, il a choisi de parler. Pas pour susciter la pitié, seulement pour nommer, enfin, les blessures qui l'ont accompagné toute sa vie. Philippe Bouvard est né sans père. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas une formule. C'est un fait précis, fondateur. Son père biologique est parti le jour même de sa naissance. Il n'a pas hésité. Il a quitté la mère, pris avec lui l'argent, les bijoux, ce qui restait de sécurité matérielle. Il a laissé derrière lui une femme seule et un enfant qui n'avait encore rien demandé. Cet abandon n'a jamais été réparé. Il n'y a pas eu de retour. Pas d'explication. Pas d'excuse. Pour Bouvard, ce vide n'a jamais été symbolique. Il a été concret, durable, structurant. Il a grandi avec l'idée que personne ne restait, que l'on pouvait disparaître sans prévenir, que l'attachement était instable. Son enfance n'a rien d'un récit héroïque. Elle n'est ni idéalisée ni dramatisée à l'excès. Elle est marquée par un manque constant, le manque de sécurité affective, le manque de certitude, le manque de cette sensation simple, être choisi, être gardé, être important pour quelqu'un. Très tôt, il comprend qu'il devra compter sur lui-même. Pas par choix, par nécessité. Il développe une vigilance permanente. Il observe, il anticipe. Il apprend à ne rien devoir à personne. Cette posture n'est pas romantique. Elle est défensive. Elle devient une armure. Chez lui, le besoin de reconnaissance apparaît très tôt. Pas comme un caprice. Comme une réponse à une peur profonde, celle d'être effacé. Il ne cherche pas l'amour au sens affectif. Il cherche la validation. La preuve qu'il existe. La preuve qu'on ne peut pas l'ignorer. Cette fin ne disparaîtra jamais. Elle se déplacera simplement. De l'enfance à la carrière. Du regard du père absent à celui du public. Chaque réussite devient une confirmation. Chaque succès est une assurance temporaire contre l'abandon. L'argent joue un rôle central dans cette construction. Pas comme un luxe. Comme une protection. Accumuler, c'est se rassurer. Posséder, c'est empêcher la perte. Pour Bouvard, l'argent n'est pas une récompense. C'est un rempart. Une manière de ne plus dépendre de personne. Il ne blâme pas la société. Il ne cherche pas de coupable collectif. Il ne se présente pas comme une victime. Il décrit des conséquences. Des mécanismes. Il explique comment une blessure d'origine peut orienter toute une vie. Comment un abandon initial peut produire un adulte obsédé par le contrôle, la réussite, la domination symbolique. Cette blessure d'enfance ne se referme jamais. Elle ne disparaît pas avec la célébrité. Au contraire. Plus il monte, plus la peur de redescendre grandit. Plus il devient puissant, plus il redoute de perdre cette place durement conquise. Ce n'est pas une revanche consciente. C'est une logique interne. Un enchaînement. L'enfant qui n'a pas été retenu devient l'homme qui veut être indispensable. L'enfant qu'on a laissé devient l'adulte qu'on ne doit pas pouvoir remplacer. Chez Philippe Bouvard, tout part de là. La discipline extrême. Le travail sans relâche. Le refus de ralentir. La difficulté à faire confiance. La nécessité d'être au centre. Non par narcissisme pur, mais par peur du vide. Il ne cherche pas à attendrir. Il établit un lien direct, froid, précis, entre l'abandon initial et son rapport à l'argent, au pouvoir, à la reconnaissance. Pour lui, ce n'est pas une interprétation. C'est une certitude. Une ligne continue qui traverse toute son existence. Avant d'être une icône médiatique, Philippe Bouvard a été un enfant qu'on a laissé derrière soi. Et cette réalité-là, il ne l'a jamais oubliée. Dans les années 1970 et 1980, Philippe Bouvard n'est pas simplement un animateur. Le mot est trop faible. Il devient un repère quotidien. Un point fixe. Pour des millions de Français, la journée s'organise autour de sa voix. Chaque après-midi, à heure fixe, le même rituel s'installe. Les voitures s'arrêtent. Les ateliers se taisent. Les cuisines restent ouvertes plus longtemps. Quand Bouvard parle, on écoute. Pas par habitude. Par réflexe. Il n'accompagne pas la vie des gens. Il en fait partie. Son émission phare ne se contente pas de divertir. Elle structure. Elle rassemble des publics qui, en temps normal, ne se croiseraient jamais. Cadres, ouvriers, retraités, chauffeurs de taxi. Tous écoutent la même chose, au même moment. Dans un pays souvent fragmenté,
cette voix crée un terrain commun. Son influence dépasse largement le cadre du rire. Il impose un ton, une manière de parler, une manière de penser l'humour. Chez lui, la culture dite savante n'exclut jamais le populaire. Une référence littéraire peut côtoyer une plaisanterie triviale. Sans hiérarchie, sans excuse. Il décide que tout peut cohabiter. Ce mélange n'est pas improvisé. Il est maîtrisé. Bouvard dirige son plateau comme un chef d'orchestre. Il distribue la parole. Il coupe. Il relance. Il provoque. Rien n'est laissé au hasard. Même le désordre est contrôlé. Très vite, il devient clair que rien ne se fait sans lui. Dans le milieu de la radio, son avis compte plus que celui de la direction. Une apparition dans son émission peut lancer une carrière. Une absence prolongée peut la ralentir. Il ne s'agit pas de rumeurs. Les professionnels le savent. Le public le ressent. Son pouvoir n'est pas institutionnel. Il est symbolique. Et c'est souvent le plus solide. Il ne dépend pas d'un titre officiel, mais de l'audience. Or, pendant des années, l'audience est massive et fidèle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les dirigeants suivent. Ils ne cherchent pas à être aimés personnellement. Ils cherchent à être indispensables. Et il y parvient. Son style devient une norme. Sa présence devient une évidence. On ne se demande plus pourquoi il est là. On se demande ce que serait la radio sans lui. Ce pouvoir a un prix. Pour le maintenir, il faut une discipline totale. Bouvard travaille sans relâche. Il lit tout. Il écrit tout. Il prépare tout. Il ne délègue presque rien. Le contrôle est constant. Parce que le moindre relâchement pourrait tout faire basculer. Il ne se présente jamais comme un artiste inspiré. Il se voit comme un professionnel. Un artisan du direct. Quelqu'un qui connaît parfaitement son outil et son public. Cette lucidité renforce encore son autorité. Il ne joue pas au génie. Il agit comme un stratège. À cette époque, il contrôle le jeu. Il fixe les règles. Il choisit les voix. Il décide du rythme. La radio n'est pas seulement son métier. C'est son territoire. Et sur ce territoire, il n'y a pas d'alternative crédible. Ce n'est pas une période idéalisée. C'est une domination réelle, mesurable, assumée. Pendant plus de 2 décennies, Philippe Bouvard n'accompagne pas l'histoire de la radio française. Il la dirige. Après la radio, Philippe Bouvard ne s'arrête pas. Il étend son territoire. Il passe à la télévision avec le Petit Théâtre de Bouvard. Là encore, il ne se contente pas d'animer. Il organise. Il sélectionne. Il décide. Cette émission devient rapidement un lieu stratégique. Un passage presque obligé pour les jeunes humoristes. Beaucoup arrivent inconnus. Certains repartent avec une carrière. Le mécanisme est simple. Bouvard repère un talent. Il lui donne du temps d'antenne. Il l'expose. Le public suit. La machine démarre. Dans ce système, son rôle est central. Trop central. Un mot de sa part peut ouvrir des portes. Un silence peut les refermer. Il n'a pas besoin de menacer. Son pouvoir est implicite. Tout le monde le connaît. Tout le monde s'y adapte. Il devient, de fait, un décideur de trajectoire. Pas sur le papier. Dans la réalité. Les agents le sollicitent. Les producteurs l'écoutent. Les jeunes artistes l'observent avec attention. Sa validation vaut plus qu'un contrat. Ce pouvoir ne vient pas de l'arrogance. Il vient de l'accumulation. Année après année, il a prouvé qu'il savait anticiper le goût du public. Qu'il savait sentir ce qui allait fonctionner. À force, on ne le contredit plus. On l'accompagne. Mais cette position a un revers. Plus il contrôle, plus la distance se creuse. Il n'est plus un père. Il devient une autorité. Les échanges se figent. La spontanéité disparaît. On rit avec lui, mais on ne parle plus vraiment avec lui. À ce stade, le travail absorbe tout. Le rythme s'intensifie. Les journées s'allongent. Il écrit, produit, enregistre, supervise. Il ne s'accorde aucune pause réelle. Le succès n'apporte pas le calme. Il apporte la vigilance. Chez Bouvard, la réussite ne crée pas de sécurité intérieure. Elle renforce l'angoisse de perdre. Plus il a, plus il redoute qu'on lui retire. Cette peur ne se dit pas. Elle se transforme en activité constante. Tant qu'il travaille, il contrôle. Il ne sait pas s'arrêter. Pas parce qu'il aime trop travailler. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y aurait après. Le vide l'inquiète. Le silence le menace. Le repos devient suspect. Son entourage professionnel voit surtout les résultats. Les audiences.
les carrières lancées. La rentabilité. Peu s'interroge sur l'usure. Peu ose proposer un ralentissement. Pourquoi freiner un système qui fonctionne? Progressivement, son identité se confond avec sa fonction. Il n'existe plus vraiment en dehors de son rôle. Chaque projet devient une preuve de valeur. Chaque émission, un examen à réussir. Le paradoxe est là. Plus il est puissant, plus il devient dépendant de cette puissance. Il ne peut plus imaginer un retrait volontaire. Il ne prépare pas la suite. Il consolide le présent. Ce piège n'est pas visible de l'extérieur. Le public voit un homme sûr de lui, omniprésent, respecté. À l'intérieur, la pression monte. Le succès ne rassure pas. Il oblige à maintenir le niveau. Sans relâche. Dans le petit théâtre de Bouvard, il fabrique des étoiles. Mais en coulisses, il s'enferme dans un système où tout repose sur lui. Le faiseur de rois devient prisonnier de son propre royaume. À ce stade de sa carrière, Philippe Bouvard semble intouchable. Le public le voit partout. Les audiences sont solides. L'argent rentre. L'image est maîtrisée. Mais une autre réalité s'installe, loin des studios et des applaudissements. La nuit, Bouvard disparaît. Pas chez lui. Pas auprès des siens. Il se rend au casino d'Enghien. Toujours le même endroit. Les mêmes tapis. Les mêmes tables. Là, il ne contrôle plus rien. L'homme qui dirige des émissions au millimètre laisse le hasard décider. Il ne joue pas pour gagner. Il l'a dit lui-même. Il joue pour ressentir quelque chose. L'adrénaline. La tensión. Le risque. Ce que la routine du succès ne lui procure plus. La scène lui donne des applaudissements. Le jeu lui donne un vertige. Très vite, la pratique devient une addiction. Pas une parenthèse. Un système. Il enchaîne les nuits blanches. Il sort d'une émission triomphale, monte dans sa voiture avec chauffeur, et se rend directement au casino. Il reste jusqu'à l'aube. Fatigue. Leucide. Incapable de s'arrêter. Les pertes sont massives. Il ne parle pas en milliers. Il parle en millions. Des sommes qu'il compare lui-même au budget d'un hôpital. À plusieurs vies de travail d'un homme ordinaire. Il ne dramatise pas. Il constate. Il sait ce qu'il a brûlé. Il se surnomme ironiquement un donateur universel. La formule fait sourire. Elle cache une réalité brutale. Chaque jeton perdu n'est pas seulement de l'argent. C'est du temps. De l'énergie. De la liberté. L'addiction grignote tout. Cette spirale crée un paradoxe cruel. Pour compenser les pertes, il doit travailler davantage. Accepter plus de contrats. Écrire plus. Produire plus. Ce qui alimente encore le stress. Et donc le besoin de rejouer. Le cercle est parfait. Et destructeur. Il ne peut pas s'arrêter. Pas parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il comprend trop bien. Il sait que le jeu ne le sauvera pas. Mais il sait aussi que sans cette décharge, le vide reviendra. Le jeu devient une béquille. Son entourage professionnel voit les résultats. Pas les nuits. Pas les dettes. Tant que la machine produit, personne ne pose de questions. L'industrie du divertissement ne soigne pas. Elle exploite. Et Bouvard reste rentable. Sur le plan personnel, les dégâts sont lourds. Il achète des maisons où il ne vit pas. Des voitures qu'il ne conduit pas. Il accumule des objets sans usage réel. Posséder devient une compensation. Une tentative de combler ce que le jeu et le travail ont vidé. La solitude s'installe. Non par isolement physique, mais par absence de présence réelle. Il est entouré, mais rarement accompagné. Écouté, mais peu entendu. Admiré, mais rarement retenu. Peu à peu, il devient prisonnier de son propre succès. Chaque émission sert à réparer la précédente. Chaque contrat sert à combler une perte antérieure. Le travail n'est plus un choix. C'est une obligation. Cette double vie ne dure pas quelques mois. Elle s'étend sur des années. Elle use. Elle fragilise. Elle prépare le terrain pour la chute à venir. Car un homme épuisé, endetté émotionnellement, reste debout tant qu'on ne le pousse pas. Et un jour, quelqu'un poussera. À ce moment-là, Philippe Bouvard aura tout donné à son métier. Et presque tout perdu ailleurs. À ce moment de sa vie, Philippe Bouvard est connu, écouté, rentable. Le système fonctionne. Et quand un système fonctionne, personne n'a intérêt à le questionner. Dans le monde du divertissement, le silence n'est pas de l'ignorance. C'est une stratégie. Beaucoup savent. Les proches professionnels voient la fatigue. Ils connaissent les nuits sans sommeil. Ils entendent parler du casino. Ils devinent les excès. Mais rien ne s'arrête.
Parce que l'audience est là. Parce que les contrats continuent. Parce que l'argent rentre. Personne ne lui dit de ralentir. Pas sérieusement. Pas avec insistance. Pas au risque de perdre un producteur fiable. Bouvard reste une valeur sûre. Tant qu'il produit, on le laisse faire. Tant qu'il tient debout, on ne pose pas de diagnostic. Ce silence collectif n'est pas une erreur. C'est un choix. Le milieu ne protège pas les individus. Il protège les flux, les chiffres, les résultats. Un animateur épuisé mais rentable reste utile. Un animateur reposé mais absent ne l'est pas. Dans cette logique, Bouvard devient une machine. Une machine brillante, efficace, mais interchangeable sur le principe. Tant qu'elle tourne, on ne l'ouvre pas. On ne cherche pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Sa vie personnelle se réduit à des signes extérieurs. Il achète des maisons, mais il n'y vit pas. Il les traverse. Il y passe. Il les laisse vides. Il achète des voitures de collection, mais il ne les conduit pas. Elles restent immobiles, comme des trophées sans usage. Ces possessions ne construisent rien. Elles ne créent pas de lien. Elles ne remplacent pas une présence. Elles occupent de l'espace, pas du temps partagé. Plus il accumule, plus le contraste avec le vide relationnel devient évident. Il n'a pas de vie familiale stable. Pas de routine intime. Pas de moments qui n'auraient pas de fonction professionnelle. Tout est subordonné au travail. Les repas, les déplacements, les rencontres. Rien n'existe sans justification. Ce déséquilibre ne provoque pas de scandale. Parce qu'il est discret. Parce qu'il n'affecte pas la production. Parce que la solitude ne fait pas de bruit. Elle ne dérange que celui qui la porte. Bouvard ne se plaint pas publiquement. Il ne demande pas d'aide. Il ne dramatise pas. Il continue. Et ce comportement rassure le système. Un homme qui ne proteste pas est un homme qu'on peut utiliser encore. Mais cette situation crée une illusion dangereuse. Celle que le succès suffit. Celle que la reconnaissance publique remplace la relation réelle. Celle que l'utilité protège de l'abandon. En réalité, elle le retarde seulement. Le message est simple, et il dépasse son cas personnel. La réussite ne crée pas automatiquement du lien. Elle peut même l'empêcher. Plus on est occupé à produire, moins on est disponible pour exister avec les autres. Et surtout, si vous ne vous arrêtez pas vous-même, personne ne le fera à votre place. Pas par cruauté. Par intérêt. Un système n'a pas de conscience. Il suit sa logique. Philippe Bouvard atteint alors un sommet paradoxal. Il est au centre de tout. Et pourtant, profondément seul. Entouré de collaborateurs, mais sans garde-fou. Admiré, mais rarement retenu. Cette solitude n'est pas un accident. Elle est la conséquence directe d'un modèle où l'homme compte moins que ce qu'il rapporte. Et dans ce modèle, tant que la machine fonctionne, on ne coupe jamais le moteur. L'année 2014 marque une rupture nette. Brutal. Definitive. Après 37 ans à l'antenne, Philippe Bouvard est convoqué par la direction de RTL. Il pense assister à une réunion ordinaire. Un ajustement. Une discussion de programmation. Il se trompe. La rencontre dure quelques minutes. Pas plus. Le ton est administratif. Froid. On ne parle pas d'héritage. On ne parle pas de fidélité. On ne parle pas de ce qu'il a construit. Le message est simple. C'est terminé. Le motif avancé est tout aussi simple. Trop vieux. Plus en phase avec l'image que la station veut projeter. Il faut rajeunir. Modernizer. Aller plus vite. Peu importe ce qui a précédé. Peu importe les records d'audience. Peu importe l'histoire commune. Pour Bouvard, le choc est immédiat. Il ne s'attendait pas à une médaille. Mais pas à une éviction aussi sèche. Il pensait être protégé par son ancienneté. Par ses résultats. Par sa loyauté. Il découvre que rien de tout cela ne pèse face à une stratégie marketing. L'homme qui incarne cette décision est Christopher Baldelli, alors dirigeant de la station. Pour Bouvard, il ne s'agit pas d'un simple responsable. Il devient le symbole d'un système. Celui où le profit immédiat efface la mémoire. Où l'expérience devient un handicap. La manière compte autant que la décision. Aucun temps accordé pour préparer une sortie. Aucun hommage à l'antenne. Aucun rituel de transmission. L'émission est retirée. Et presque aussitôt, confiée à un autre. Le remplacement est rapide. Visible. Public. Cette succession immédiate est vécue comme une humiliation. Voir son émission continuer sans lui. Voir son fauteuil occupé. Entendre les rires au même endroit, avec une autre voix. Pour Bouvard, c'est plus qu'un départ.
C'est un effacement. Il se sent jeter par-dessus bord de son propre navire. Comme si on l'avait utilisé jusqu'au bout, puis remplacé dès que son image ne convenait plus. La douleur n'est pas seulement professionnelle. Elle est identitaire. Sans le micro quotidien, il perd son centre de gravité. Le téléphone, autrefois omniprésent, se tait. Les sollicitations diminuent. Les habitués disparaissent. Ceux qui profitaient de son pouvoir s'éloignent. La retraite n'est pas progressive. Elle est imposée. Et elle laisse un vide immédiat. Il parle de honte. Pas celle d'avoir échoué. Celle d'avoir été traité comme un objet usé. Un outil devenu encombrant. L'absence de reconnaissance est plus violente que la perte du poste. Ce moment révèle une vérité qu'il n'avait jamais voulu voir aussi clairement. Dans les médias, la fidélité est conditionnelle. Elle dure tant que l'image rapporte. Dès qu'elle gêne, elle est sacrifiée. Bouvard ne pardonnera jamais cette scène. Pas la décision en elle-même, mais la manière. Le mépris du parcours. L'effacement de 37 années en quelques phrases. 2014 n'est pas seulement la fin d'une carrière radiophonique. C'est une fracture. Une blessure qui ne se refermera pas. Celle d'un homme qui croyait avoir bâti un empire et qui découvre qu'il n'en était que le locataire provisoire. À 96 ans, Philippe Bouvard ne cherche plus à arranger les choses. Il ne négocie plus. Il ne corrige plus son image. Il nomme. Pour lui, c'est la dernière liberté qui reste. Dire ce qu'il considère comme vrai, sans filtre, sans stratégie. Il y a 3 noms. Pas plus. Pas une liste vague. 3 personnes précises qu'il affirme ne jamais avoir pardonné. Pas par rancune spectaculaire. Par cohérence. Parce que, selon lui, certaines blessures ne se referment pas avec le temps. Le premier nom est celui de Marcel Bouvard, son père. Celui qui est parti le jour de sa naissance. Celui qui a emporté l'argent et les bijoux de sa mère. Celui qui n'est jamais revenu. Pour Bouvard, ce n'est pas une histoire ancienne. C'est une fracture fondatrice. Il ne parle pas d'absence abstraite. Il parle d'un acte précis, d'une trahison initiale qui a conditionné toute sa psychologie. Il ne cherche pas à comprendre cet homme. Il ne cherche pas à l'excuser. Il affirme simplement qu'il n'a jamais versé une larme pour lui. Cette absence a créé un besoin de sécurité, une obsession de l'accumulation, une méfiance durable. À ses yeux, pardonner serait nier l'impact réel de cet abandon. Le deuxième nom est Christopher Baldelli. Celui qui, en 2014, met fin à son règne radiophonique. Pour Bouvard, Baldelli ne représente pas seulement un dirigeant. Il incarne un système. Celui où la mémoire n'a aucune valeur face à l'image. Celui où 37 ans de loyauté peuvent être effacés en quelques minutes. Il ne lui reproche pas d'avoir voulu changer de stratégie. Il lui reproche la manière. L'absence de respect. L'élimination sans reconnaissance. La transformation d'un homme en variable d'ajustement. Cette scène, il la raconte encore avec une colère contenue. Il refuse de serrer la main de celui qui, selon lui, a signé sa mort médiatique. Le troisième nom est peut-être le plus douloureux. Laurent Ruquier. Son successeur a les grosses têtes. Bouvard ne le considère pas comme un héritier. Il le voit comme un usurpateur. Pas parce qu'il a pris la place, mais parce qu'il a, selon lui, dénaturé l'œuvre. Il affirme que l'émission n'a plus rien à voir avec ce qu'il avait construit, qu'elle est devenue plus facile, plus paresseuse, moins exigeante. Voir un autre homme s'asseoir dans son fauteuil, utiliser le même nom, récolter les applaudissements, est pour lui une humiliation quotidienne. Une dépossession. En nommant ces 3 personnes, Bouvard ne cherche pas la réconciliation. Il ne demande pas qu'on le comprenne. Il ne veut pas être absous. Il affirme simplement son droit à poser sa version des faits, à refuser l'oubli poli, à rejeter le silence imposé. Pour lui, la vieillesse n'est pas une injonction à se taire. Être diminué physiquement ne signifie pas renoncer à sa parole. Être trahi ne signifie pas perdre sa légitimité. Il parle parce que s'il ne le fait pas, d'autres raconteront l'histoire à sa place. Et ils la simplifieront. Ce dernier témoignage n'est pas un règlement de compte spectaculaire. C'est une reprise de contrôle. Une manière de dire « Voilà ce qui m'a construit, voilà ce qui m'a détruit, voilà ce que je refuse d'effacer ». Philippe Bouvard sait que sa voix s'éteindra. Il l'accepte. Mais avant cela, il tient à laisser une trace qui ne soit pas lisse. Pas consensuelle. Une trace humaine. Contradictoire. Inconfortable. Il ne demande pas qu'on l'approuve. Il demande qu'on l'écoute une dernière fois. Pas comme une icône. Comme un homme qui refuse que la fin de son histoire soit écrite par ceux qui l'ont écarté.